Mais d'un point de vue strictement mondial, la classe ouvrière et la prolétarisation des individus, elle est exponentielle, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, le patronat a gagné sa victoire idéologique. Alors, c'est pas fini, hein. Heureusement, l'histoire. Moi, je suis pas dans la théorie d'Huntington de la fin de l'histoire. Ah non, moi non Le plus. patronat a gagné sa guerre idéologique, à savoir, vous venez de le dire, quand vous questionnez un salarié en France, il n'y en a pas un seul qui se définit comme partie de la classe ouvrière ou comme ouvrier. Bien sûr. C'est-à-dire cette guerre des mots, eh bien, elle a été pour l'instant perdue par ceux qui travaillent. Quand je dis ceux qui travaillent, pour moi, c'est la classe ouvrière qui travaille. Oui, oui, Et et c'est pour ça aujourd'hui, qu'il un faut éviter cadre, le mot salarié, d'ailleurs, même hein. quand à la SNCF, on présente un cadre où on vous présente agent de maîtrise à 1 700 € par mois, bah pour moi, c'est un ouvrier, bien entendu. Ouais, même s'il fait quand même un travail de flic. Ça dépend. Les agents de maîtrise, ils font pas tous des Non, travails non, de mais ce que je veux flic. dire par là, c'est que les gens qui font du travail de maîtrise et d'encadrement, ils ont quand même à un moment donné, Ouais. vous vous rendez bien compte qu'ils sont le cul entre deux chaises, quoi. Enfin, à la Ils tiennent le SNCF, bâton et puis quelquefois ils se font taper dessus, mais c'est vrai. vous voyez Mais ce que je veux dire? C'est comme le contremaître d'antan ou le contrôleur SNCF, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils font des travaux de flics et c'est vrai que c'est dur pour eux de s'identifier à des gens qui sont de l'autre côté du manche ou en tout cas qui prennent les coups. c'est vrai. Mais il Bon, y a aussi une mais participation à la communication qui est quand même exactement. Mais enfin, particulièrement moi, je voulais néfaste. simplement vous dire que, bon, bah, bien évidemment, ce que peut dire le constat que vous faites avec avec Bernard Friot, tout ça, c'est très bien. Mais moi, j'aimerais aussi entendre de la part des syndicalistes de manière générale, hein, et je vous dis, je me revendique de ce syndicalisme militant, révolutionnaire, anarcho-syndicaliste, de la charte d'Amiens, 1905, des bourses du travail. Mais ce que j'aimerais entendre, mais ce qu'on n'entend plus, parce que je crois que malheureusement, bon, alors pour l'expliquer d'un point de vue strictement Alors, sociologique. Paul, nous avons également Gabriel avec nous. Voilà, Rémi, ce que je bon, voudrais entendre, c'est au moins oui. une véritable Bonsoir. énonciation du capitalisme et de ses méfaits, quoi. Voilà, à très bientôt. Merci, Paul, merci. Gabriel, bonjour. Bonjour, bonsoir, monsieur Abbassi, rebonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à votre invité. Rémi Offray, syndicaliste, voilà. Voilà, bonsoir Rémi. Bonsoir. Donc, je voudrais vous poser une question d'ordre syndical. Allez-y. Vous m'entendez? Je vous entends. D'accord. Profitez de vos compétences, de votre expertise pour éclairer un point qui pour moi est resté un petit peu obscur, faute d'avoir pris les informations au bon moment. Je voudrais savoir, ma question donc concerne ces nouvelles dispositions qui ont été prises en 2008 ou 2009, je ne sais plus, et qui concernaient la nouvelle représentativité syndicale. Oui, la loi d'août 2008. Août, 2008. d'accord. Donc je voudrais savoir si vous pouviez nous rappeler en quoi en quoi consistent ces nouvelles dispositions et de quelle manière elles modifient déjà le paysage syndical, de quelle manière elles risquent de le reconfigurer. Voilà, je vous en serais reconnaissant. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est la loi d'août 2008. Alors effectivement, c'est une loi qui bouleverse considérablement le champ syndical français, Mhm. puisque cette loi remet en cause l'arrêté d'irréfragabilité des organisations syndicales de 1966. En 1966 a été publié un arrêté qui précisait qu'il y avait 5 confédérations syndicales en France qui avaient donc la présomption irréfragable de représentativité, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de désigner des délégués syndicaux dans les entreprises sans aucun problème, enfin en respectant le Code du travail, bien entendu. Mais Oui. ces 5 organisations syndicales étaient la CGT, la CFDT, la CGT Force Ouvrière, puisque c'est le vrai nom de Force Ouvrière, la CFTC et la CFE-CGC. Et cette loi d'août 2008 remet en cause complètement le paysage syndical, en cela qu'elle supprime de facto l'arrêté de 66. Je vous rappelle que ces 5 confédérations syndicales
avait été déclarée représentative ad vitam aeternam en quelque sorte, parce que pour des conditions de patriotisme, des conditions d'exercice démocratique à l'intérieur pour leur fonctionnement, etc., tout cela avait été validé, bien sûr, c'était un petit peu après les travaux du Conseil national de la résistance. Donc tout ça confirmé par l'arrêté de 66. Et puis en 2008, eh bien, il y a le gouvernement de droite a souhaité remettre en cause la représentativité syndicale telle qu'elle existait, alors en justifiant à chaque fois le nombre trop important de syndicats, etc. Bon, il y avait certaines considérations politiques, hein, je ne vous le cache pas. Et donc, voilà ce qui est instauré. Une organisation syndicale est représentative dans une entreprise à partir du moment où elle obtient 10% des suffrages exprimés donc, dans les élections professionnelles de l'entreprise. En général, n'est mesurée que l'élection au comité d'entreprise ou au comité d'établissement pour les entreprises publiques ou les entreprises qui possèdent des comités d'établissement. Donc l'entreprise, on mesure sa représentativité dans ce cadre-là. Ensuite, avec les résultats de toutes les entreprises d'une branche, on remonte les résultats et on regarde si la représentativité atteint le seuil de 8% pour une branche. Donc vous avez deux échelons de représentativité. Le premier échelon, c'est l'échelon de l'entreprise. À partir du moment où vous avez 10%, le seuil, vous atteignez le seuil de représentativité de 10%, vous pouvez bien sûr négocier du droit syndical, du droit de négociation, etc. Vous avez un droit de négociation qui est compris dans le Code du travail qui a été modifié donc, par cette loi d'août 2008. Et lorsque la représentativité par branche professionnelle sera établie officiellement, c'est-à-dire après le recueil de toutes les élections professionnelles des entreprises appartenant à une branche, donc d'ici quelques années, il semblerait que ce soit d'ici, je crois, 2015-2016, on connaîtra l'ensemble de la représentativité de toutes les organisations syndicales dans les branches qui comportent, enfin dans toutes les branches professionnelles qui relèvent des conventions collectives. Et alors, le résultat, vous me demandez ce qui est en train de se passer. C'est votre question. Oui, je voudrais savoir, alors, oui, c'est ça. Bon, le paysage syndical... Je voudrais connaître les, comment dire, je vais vous dire. Hein. L'amorce de changement qui se dessine déjà, alors, et puis comment ça pourrait évoluer. Alors évidemment, je vous ai parlé que de la branche, mais ensuite, quand vous serez représentatif, il faudra au moins être représentatif, je crois, au-delà de 8 ou 10 branches pour être reconnu comme confédération syndicale représentative. Vous m'avez suivi. Ça, c'est l'échelon supérieur à la branche. De facto, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La CGT n'est pas représentative dans toutes les entreprises. Elle ne sera pas forcément représentative dans toutes les branches professionnelles, tout comme la CFDT. Par contre, la CGT comme la CFDT seront représentatives dans une large partie des branches professionnelles, il est fort à parier que ces deux organisations syndicales seront représentatives en tant que confédération syndicale. Par contre, le problème se pose clairement pour Force ouvrière. Oui. Force ouvrière sera représentative dans environ, je crois qu'il reste 32 ou 35 fédérations Force ouvrière, devrait être représentative sur environ une vingtaine de fédérations actuellement, de fédérations FO, et parfois une fédération professionnelle à FO, bien sûr, recouvre plusieurs branches, hein, enfin plusieurs conventions collectives, donc plusieurs branches aussi. Oui. Donc sachant qu'il peut y avoir plusieurs conventions collectives par branche, mais en général, il y a une convention collective par branche professionnelle. Mais FO perdra sa représentativité à la fois dans les entreprises, mais comme la CGT et la CFDT peuvent perdre leur représentativité dans les entreprises, mais FO perdra sa représentativité dans un certain nombre de branches, plus que la CGT et la CFDT, parce que il est possible que la CGT et la CFDT perdent leur représentativité dans certaines branches. Nous n'en sommes pas encore sûrs, mais c'est possible. Par contre, FO perdra assurément
Quand je vous dis assurément, c'est quand on regarde les résultats au prud'homal et les résultats dans les comités d'entreprise actuels. Hein. Mhm. S'il n'y a pas d'évolution notable, je dis bien sous réserve d'évolution notable, ça serait étonnant qu'il y ait des évolutions radicales notables, eh bien, FO devrait perdre sa représentativité dans certaines branches, plus que la CGT et la CFDT. La CFTC risquerait, elle, d'être carrément menacée dans sa représentativité confédérale. Donc je dis bien que la CFTC sera représentative que dans quelques branches professionnelles. Il n'est pas certain que le nombre de branches professionnelles dans lesquelles elle sera représentative suffise pour garantir sa représentativité interprofessionnelle, donc sa représentativité confédérale. D'accord. Quant à la CFE-CGC, elle a une représentativité particulière dans l'encadrement, mais elle risque d'être aussi condamnée à une restructuration, à une refonte quelque part, parce qu'elle sera très peu représentative. Elle sera représentative que dans quelques branches, et cela ne devrait pas suffire, malgré le lobbying qu'elle fait, pour sa représentativité nationale confédérale, donc elle risque également de disparaître. En gros, les plus menacés, ceux qui sont vraiment en danger de mort, c'est en tant que confédération, hein, je dis bien, et ça prendra du temps bien sûr. Les confédérations syndicales, c'est à l'inverse du canard qu'on coupe la tête. Mhm. Le canard il continue de courir, la tête est morte, mais là c'est l'inverse pour les confédérations syndicales. Il y aura la tête, ça sera la partie du corps qui mourra en dernier. Ce qui signifie que la CFE-CGC et la CFTC sont clairement menacées de mort, malgré ces bastions chrétiens dans l'Est. Elle est clairement menacée d'existence. Alors, sachant que cette existence pourrait s'éteindre que dans les 10 à 15 ans qui viennent. Par contre, certaines fédérations, directement, sont menacées dans les 10 ans qui viennent. Mais je peux vous interrompre. Je vous en prie. À quel moment tombera le couperet, si on peut dire, en termes de représentativité? C'est-à-dire à partir de quel moment Alors, les délégués syndicaux à partir des élections actuelles pour les comités d'entreprise seront partiellement supprimés ou supprimés dans telle ou telle entreprise ou branche ou voilà. À partir de maintenant. C'est-à-dire que depuis la parution du décret d'application de la loi, c'est-à-dire fin 2008 ou début 2009, depuis début 2009, la SNCF a été d'ailleurs une des premières grandes entreprises à appliquer la loi, puisque les élections à la SNCF ont eu lieu en mars 2009. C'est déjà entré en vigueur. C'est déjà entré en vigueur. Et aujourd'hui à la SNCF, alors que vous aviez 7 organisations syndicales représentatives dans le statut SNCF, le statut a donc été modifié pour être en conformité avec la loi. Le statut des relations sociales à la SNCF a été modifié. Et aujourd'hui à la SNCF, vous avez 4 organisations syndicales représentatives nationalement qui sont par ordre de résultats électoraux, la CGT, l'UNSA, Sudrail et la CFDT. Et ont disparu du paysage syndical FO, la CFE-CGC, la CFTC et l'AFJAC, le syndicat autonome des agents de conduite, qui a choisi de s'unifier avec la CFDT. D'accord. Et donc, je vous dis, au niveau du calendrier, la loi est entrée en application à partir de fin 2008, j'ai pas la date exacte, excusez-moi, mais fin 2008, début 2009, ce qui fait que dès les élections professionnelles dans les entreprises, on a déjà mesuré, on commence à mesurer la représentativité dans les entreprises. Ce qui compte, c'est bien l'élection au CE, c'est déterminé par l'élection dans les comités d'entreprise. Ensuite, dès qu'on aura tous les comités d'entreprise, donc d'ici 1 an, 2 ans, enfin d'ici 2 ans, on aura les résultats dans les élections, pour les élections des comités d'entreprise dans les branches, et on déterminera officiellement, le ministère du Travail déclarera la représentativité de telle ou telle organisation syndicale uniquement en fonction des résultats au comité d'entreprise. D'accord. Et ensuite, en fonction du nombre de branches, l'étape ultime, celle que je vous disais tout à l'heure, en fonction du nombre de branches où l'organisation syndicale sera représentative, eh bien, il y aura la représentativité de la confédération syndicale ou pas. D'accord. Alors dites-moi, j'ai l'impression que, comment dire, moi par exemple j'étais syndiqué à FO Oui. pendant un certain nombre d'années. Enfin, je suis retraité maintenant, Moi aussi. j'étais professeur dans l'enseignement public.
Pendant mes dernières années d'activité, j'étais syndiqué à FO. Enfin, surtout parce que la section était sympathique dans l'établissement. C'est une bonne raison. J'ai continué à être syndiqué là quelques années. Et puis, j'ai cessé de me syndiquer là depuis cette année. Je n'ai pas renouvelé ma cotisation. J'en avais marre depuis 1 ou 2 ou 3 ans de la politique de cavalier seul que FO. Enfin, ça c'est un peu personnel, hein, ce que je vous dis là. Non, mais c'est l'isolement. Écoutez, cette politique de cavalier seul. En fait, ma question, ce serait d'essayer de voir comment les syndicats, enfin quelle lutte d'influence se livrent les syndicats depuis cette nouvelle loi de représentativité. Moi, j'ai l'impression que FO, par exemple, cherche à se distinguer, alors que la CGT et la SCF DT, comment dire, se sont plutôt rapprochés. La CGT, semble-t-il, est moins radicale. La CFDT, elle, essaye d'être un peu plus radicale. Enfin, ce que je dis là est sommaire, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un branle-bas de combat, quoi, qui se joue. Qu'en pensez-vous? Moi, je connais très bien Force Ouvrière, parce que je ne sais pas si vous avez entendu le début de l'émission. J'ai été 19 ans à Force Ouvrière. Oui. J'ai bien noté ça, oui. J'ai été secrétaire fédéral, donc à la Fédération FO des cheminots. Et avant d'être secrétaire fédéral à la Fédération FO des cheminots, j'étais assistant au secteur Europe internationale de la Confédération FO, avec Jacques P, qui était mon secrétaire confédéral, donc qui rendait des comptes directement à Marc Blondel. Donc j'ai fréquenté Marc Blondel, j'ai du respect pour Marc Blondel. Bon, j'ai quitté l'organisation parce que j'estimais que cette politique d'isolement ne m'intéressait plus, et un petit peu l'emprise au niveau confédéral de l'extrême gauche était trop forte, je le reconnais, mais je n'ai pas dit qu'il y avait que des gens d'extrême gauche à FO. Loin de moi cette idée. Dans certains postes de direction, ça m'a gêné. Mais on pourra en parler peut-être plus tard, mais ça m'a gêné. Mais je respecte le militant syndicaliste que vous avez été, je respecte l'adhérence syndicale à FO, je trouve qu'il est respectable. Oui. Et par contre, moi, vous me dites c'est un peu nouveau, je vous dirais non. Parce que moi qui ai fréquenté, donc, j'allais dire les hautes sphères, déjà Marc Blondel avait déjà signalé en 2003 qu'il était il préférait le splendide isolement. Oui, c'est-à-dire, je veux dire, la pureté originelle, le problème et Marc Blondel a été influencé par l'extrême gauche, et c'est ça le problème de FO, c'est que Marc Blondel a été jusqu'à dire l'isolement nous protège. L'isolement syndical nous protège. Et moi j'ai quitté FO parce que je considère que FO a perdu ses idéaux. Parce qu'on ne peut pas prétendre à l'indépendance syndicale et ne pas la pratiquer. Et à force de dire qu'on ne vit qu'en opposition par rapport aux autres syndicats, on ne crée pas une ligne politique syndicale avec ça. On ne crée pas une ligne politique syndicale en disant on est isolé des autres, et parce qu'on est isolé des autres, on a la pureté du syndicalisme. Oui. C'est ça qui me choque, si vous voulez. Oui, moi j'ai vraiment pas compris depuis 2-3 ans la politique d'isolement, enfin de singularisation, disons, de FO. Ça m'a énervé. Moi je pense que ça va servir à le gouvernement de droite. En 2008, il y avait eu déjà, ça s'était esquissé. En 2009, c'était important, il y a eu 3 manifestations début 2009. Vous vous souvenez? Oui. Les 2 premières avaient monté en nombre au point de vue fréquentation. Lors de la 3e manifestation qui tombait un 1er mai, c'était maladroit d'ailleurs, FO a commencé à nouveau s'est désolidarisé, quoi. La Confédération, mais je vous signale que sur certaines manifs là, de ce fameux 1er mai, elle a autorisé, elle n'a pas interdit certaines de ses unions départementales, dans le département français, de faire des manifestations communes. Oui. Ça veut dire quoi? Moi je vais vous dire, je comprends, même quand Blondel ou quand Jean-Claude Maillet aujourd'hui dit nous on n'aime pas les processions, bon, moi je comprends ça.